Livre numéro 3. Le cri de révolte absolue qui a scandalisé la France. Préparez-vous à entrer dans un univers de rage, de misère et de révolte métaphysique. Notre numéro 3 n'est autre que L'Assommoir d'Émile Zola. Publié en 1877, ce 7e volume de la saga des Rougon-Macquart a provoqué un tremblement de terre littéraire et social. Pourquoi? Parce que Zola, avec le génie et l'obsession du détail qui le caractérise, a fait ce que personne n'avait osé faire avant lui. Il a placé la classe ouvrière dans toute sa crudité et sa détresse au centre d'un roman. Et il ne l'a pas idéalisé. Il l'a montré dans sa lutte quotidienne contre l'alcool, la pauvreté et la déchéance. Le titre lui-même, L'Assommoir, est un terme d'argot pour un débit de boisson de dernier ordre. Un endroit où l'on va s'assommer, se détruire. Dès le départ, le ton est donné. Nous suivons le destin tragique de Gervaise Macquart, une blanchisseuse qui rêve d'une vie honnête et travailleuse, de manger à sa faim, d'avoir un trou propre pour dormir, d'élever ses enfants, de ne pas être battue et de mourir dans son lit. Un rêve d'une simplicité déchirante qui va se briser pièce par pièce. Ce qui a scandalisé la bonne société de l'époque et qui continue de poser question aujourd'hui, c'est le naturalisme implacable de Zola. Les scènes de saoulerie collective, la lente dégringolade de Coupeau, le marquis de Saint-Cric-Crac, la descente aux enfers de Gervaise qui finit par se prostituer pour un morceau de pain. Zola ne cache rien. La scène de la bagarre entre Gervaise et Virginie, une baston de lavoir devenue légendaire, est d'une violence inouïe pour la littérature de l'époque. C'est brut, cru, sans phare. Mais la vraie raison pour laquelle L'Assommoir est un livre interdit dans l'âme, c'est qu'il est d'un pessimisme absolu. Il ne propose aucune issue, aucune lueur d'espoir. La fatalité, héréditaire et sociale, écrase les personnages. L'alcool n'est pas une simple mauvaise habitude. C'est un personnage à part entière, un monstre qui dévore tout sur son passage. Pour un lecteur jeune et impressionnable, cette plongée dans un déterminisme aussi noir peut être extrêmement déprimante et anxiogène. L'école l'étudie comme un témoignage historique exceptionnel sur la condition ouvrière au XIXe siècle et comme un exemple parfait de la méthode naturaliste. Elle met à distance la souffrance par l'analyse. Mais si on le lit sans préparation, L'Assommoir est une claque. C'est un livre qui sent la sueur, l'eau de Javel et l'alcool frelaté. Un livre qui vous laisse un goût de cendre dans la bouche. Et c'est précisément cette puissance émotionnelle brute, cette capacité à troubler et à déranger, qui en fait un ouvrage qu'on hésite à mettre entre toutes les mains. Zola voulait faire un livre vrai. Et la vérité, quand elle est aussi laide, peut être une pilule trop dure à avaler pour un public jugé trop jeune. Transition, changement de rythme. Mais si vous pensez que la violence sociale de Zola représente le summum de la transgression, détrompez-vous. Notre numéro 2 va nous entraîner dans un abîme bien plus profond. Nous quittons le réalisme du 19e siècle pour nous confronter à un géant du 20e siècle, un auteur qui a fait de la provocation et de la remise en cause de toutes les valeurs son credo. Son œuvre la plus célèbre, étudiée dans de nombreuses classes de terminale, est aussi l'une des plus philosophiquement déstabilisantes et des plus ouvertement scandaleuses jamais écrites en français. Livre numéro 2, le titan littéraire qui a brisé tous les tabous. Mesdames et messieurs, accrochez-vous à votre raison. Le numéro 2 de notre classement est un monument de la littérature mondiale. Un livre qui défie toute catégorisation et qui pousse les limites de ce qu'il est permis d'écrire et de penser. Je veux parler de L'étranger d'Albert Camus. Un murmure de surprise? L'étranger, ce classique de la philosophie absurde, étudié dans le monde entier, serait un livre interdit? La réponse est oui, mais d'une manière différente de nos précédents entrants. Son interdiction n'est pas liée à la violence physique ou sexuelle, mais à une violence bien plus profonde, la violence métaphysique. Paru en 1942, L'étranger raconte l'histoire de Meursault, un modeste employé de bureau algérois qui,
en proie à la chaleur et à l'éblouissement du soleil, commet un meurtre apparemment absurde sur une plage. Le véritable procès ne commence qu'après le meurtre. Ce qui est jugé, ce n'est pas tant son acte que son attitude, son indifférence, son incapacité à se conformer aux codes sociaux et émotionnels. Il ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, il accepte un café, il va voir une comédie le lendemain. Pire, il est heureux. Pour la société, incarnée par le tribunal, cette absence de sentiment est un crime bien plus grave que le meurtre lui-même. En quoi cela représentait-il un danger? Pourquoi ce livre a-t-il été, et parfois encore, considéré comme subversif pour les jeunes esprits? 1. L'apologie de l'indifférence. Meursault est le héros de l'absurde. Il ne croit en rien, ni en Dieu, ni en la justice des hommes, ni en l'amour. Sa fameuse déclaration finale, où il s'ouvre à la tendre indifférence du monde, est d'une puissance corrosive incroyable. Pour un adolescent en quête de sens et de valeur, cette philosophie du non-sens et du détachement total peut être extrêmement séduisante et en même temps profondément déstabilisante. Elle peut être interprétée comme une invitation à l'apathie et au rejet de toute responsabilité morale. 2. Le meurtre sans motif. Le crime de Meursault n'a pas de raison. Il n'est pas prémédité. Il n'est pas passionnel. Il est le fruit du hasard, de la chaleur, de l'éblouissement. Camus désacralise le meurtre. Il en fait un acte dénué de sens. Cette absence de motivation compréhensible est très troublante pour la conscience morale traditionnelle. Elle suggère que le mal peut être banal, accidentel, ce qui est une idée bien plus effrayante qu'un crime prémédité. 3. Le rejet de Dieu. La confrontation entre Meursault et l'aumônier en prison est l'un des passages les plus anticléricaux de la littérature française. Meursault refuse catégoriquement le réconfort de la foi. Il crie sa conviction que la vie n'a aucun sens supérieur. Pour les milieux religieux, ce passage est une insulte, une invitation au blasphème et au désespoir. L'étranger est un livre qui vous désarme. Il ne vous donne aucune leçon, aucune morale. Il vous place face au vide, face à l'absurdité de l'existence. L'école le présente comme un roman philosophique essentiel pour comprendre l'existentialisme et l'absurde. Elle en fait un objet d'étude. Mais lu seul, il peut agir comme un poison, sapant les fondements même de la croyance, de la morale et de l'engagement. C'est un livre qui vous suit, qui vous hante et qui peut littéralement changer votre vision du monde. Et changer la vision du monde des jeunes, c'est précisément ce que redoutent le plus tous les censeurs, de tous bords. Camus n'a pas écrit un livre immoral, mais un livre amoral. Et c'est bien plus dangereux. Suspense. Culminant. Voilà donc les livres qui occupent les places 5, 4, 3 et 2 de notre classement. Des œuvres qui, par leur puissance subversive, leur cynisme ou leur pessimisme, ont marqué l'histoire de la censure tout en étant enseignées dans nos écoles. Mais il en reste un, le numéro 1, le livre ultime, celui qui peut être plus qu'aucun autre, incarne le paradoxe absolu de notre liste. Ce livre est un monstre sacré de la littérature française. Il est au programme de nombreuses classes de première. Il est admiré pour son style flamboyant et sa construction géniale. Et pourtant, il a été poursuivi, censuré et interdit pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Son auteur a été condamné à la prison. Il contient certaines des pages les plus scandaleusement érotiques et blasphématoires de toute la littérature du XIXe siècle. Son nom va clore cette investigation de manière fracassante. Le numéro 1, le livre interdit le plus paradoxal de tous, c'est Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Oui, le recueil poétique le plus célèbre de France est aussi l'un des plus maudits. En 1857, la même année que Madame Bovary de Flaubert, Baudelaire et son éditeur sont poursuivis en justice. Le tribunal correctionnel de la Seine les condamne pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. 6 poèmes sont interdits de publication en France.
Une interdiction qui ne sera levée qu'en 1949, près d'un siècle plus tard. Qu'est-ce qui a pu scandaliser à ce point la société du Second Empire? Pourquoi ce livre de poésie, aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre absolu, a-t-il été frappé d'anathème? La réponse est triple. 1. L'érotisme macabre et pervers. Baudelaire ne célèbre pas l'amour idéalisé. Il explore les zones troubles de la sexualité, le sadomasochisme, la fascination pour la corruption et la décomposition. Des poèmes comme Les Bijoux ou Les Métamorphoses du vampire, qui figuraient parmi les pièces condamnées, décrivent le corps féminin et l'acte sexuel avec une crudité qui était insupportable pour l'époque. Ce n'est pas de la sensualité, c'est de la sexualité noire liée à la mort et au péché. 2. Le blasphème et la révolte contre Dieu. Baudelaire, le poète du ciel. Est-ce qu'on sait où l'on va? Est en révolte permanente contre Dieu. Dans les litanies de Satan, il va jusqu'à adresser une prière au diable, le plus savant et le plus beau des anges, victime d'un Dieu injuste. C'était un sacrilège absolu, une inversion des valeurs qui terrifiait une société encore très imprégnée de catholicisme. 3. La glorification du vice et de la laideur. Livre numéro 3. Le cri de révolte absolue qui a scandalisé la France. Préparez-vous à entrer dans un univers de rage, de misère et de révolte métaphysique. Notre numéro 3 n'est autre que L'Assommoir d'Émile Zola. Publié en 1877, ce 7e volume de la saga des Rougon-Macquart a provoqué un tremblement de terre littéraire et social. Pourquoi? Parce que Zola, avec le génie et l'obsession du détail qui le caractérise, a fait ce que personne n'avait osé faire avant lui. Il a placé la classe ouvrière, dans toute sa crudité et sa détresse, au centre d'un roman. Et il ne l'a pas idéalisé. Il l'a montré dans sa lutte quotidienne contre l'alcool, la pauvreté et la déchéance. Le titre lui-même, L'Assommoir, est un terme d'argot pour un débit de boisson de dernier ordre. Un endroit où l'on va s'assommer, se détruire. Dès le départ, le ton est donné. Nous suivons le destin tragique de Gervaise Macquart, une blanchisseuse qui rêve d'une vie honnête et travailleuse, de manger à sa faim, d'avoir un trou propre pour dormir, d'élever ses enfants, de ne pas être battue et de mourir dans son lit. Un rêve d'une simplicité déchirante qui va se briser pièce par pièce. Ce qui a scandalisé la bonne société de l'époque et qui continue de poser question aujourd'hui, c'est le naturalisme implacable de Zola. Les scènes de saoulerie collective, la lente dégringolade de Coupeau, le marquis de Saint-Cric-Crac, la descente aux enfers de Gervaise qui finit par se prostituer pour un morceau de pain. Zola ne cache rien. La scène de la bagarre entre Gervaise et Virginie, une baston de lavoir devenue légendaire, est d'une violence inouïe pour la littérature de l'époque. C'est brut, cru, sans phare. Mais la vraie raison pour laquelle L'Assommoir est un livre interdit dans l'âme, c'est qu'il est d'un pessimisme absolu. Il ne propose aucune issue, aucune lueur d'espoir. La fatalité, héréditaire et sociale, écrase les personnages. L'alcool n'est pas une simple mauvaise habitude. C'est un personnage à part entière, un monstre qui dévore tout sur son passage. Pour un lecteur jeune et impressionnable, cette plongée dans un déterminisme aussi noir peut être extrêmement déprimante et anxiogène. L'école l'étudie comme un témoignage historique exceptionnel sur la condition ouvrière au XIXe siècle et comme un exemple parfait de la méthode naturaliste. Elle met à distance la souffrance par l'analyse. Mais si on le lit sans préparation, L'Assommoir est une claque. C'est un livre qui sent la sueur, l'eau de Javel et l'alcool frelaté. Un livre qui vous laisse un goût de cendre dans la bouche. Et c'est précisément cette puissance émotionnelle brute, cette capacité à troubler et à déranger, qui en fait un ouvrage qu'on hésite à mettre entre toutes les mains. Zola voulait faire un livre vrai. Et la vérité, quand elle est aussi laide, peut être une pilule trop dure à avaler pour un public jugé trop jeune.
transition, changement de rythme. Mais si vous pensez que la violence sociale de Zola représente le summum de la transgression, détrompez-vous. Notre numéro 2 va nous entraîner dans un abîme bien plus profond. Nous quittons le réalisme du 19e siècle pour nous confronter à un géant du 20e siècle, un auteur qui a fait de la provocation et de la remise en cause de toutes les valeurs son credo. Son œuvre la plus célèbre, étudiée dans de nombreuses classes de terminale, est aussi l'une des plus philosophiquement déstabilisantes et des plus ouvertement scandaleuses jamais écrites en français. Livre numéro 2, le titan littéraire qui a brisé tous les tabous. Mesdames et messieurs, accrochez-vous à votre raison. Le numéro 2 de notre classement est un monument de la littérature mondiale. Un livre qui défie toute catégorisation et qui pousse les limites de ce qu'il est permis d'écrire et de penser. Je veux parler de L'étranger d'Albert Camus. Un murmure de surprise ? L'étranger, ce classique de la philosophie absurde, étudié dans le monde entier, serait un livre interdit ? La réponse est oui, mais d'une manière différente de nos précédents entrants. Son interdiction n'est pas liée à la violence physique ou sexuelle, mais à une violence bien plus profonde, la violence métaphysique. Paru en 1942, L'étranger raconte l'histoire de Meursault, un modeste employé de bureau algérois qui, en proie à la chaleur et à l'éblouissement du soleil, commet un meurtre apparemment absurde sur une plage. Le véritable procès ne commence qu'après le meurtre. Ce qui est jugé, ce n'est pas tant son acte que son attitude, son indifférence, son incapacité à se conformer aux codes sociaux et émotionnels. Il ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, il accepte un café, il va voir une comédie le lendemain. Pire, il est heureux. Pour la société, incarnée par le tribunal, cette absence de sentiment est un crime bien plus grave que le meurtre lui-même. En quoi cela représentait-il un danger ? Pourquoi ce livre athée-il était, et parfois encore, considéré comme subversif pour les jeunes esprits ? 1. L'apologie de l'indifférence. Meursault est le héros de l'absurde. Il ne croit en rien, ni en Dieu, ni en la justice des hommes, ni en l'amour. Sa fameuse déclaration finale, où il s'ouvre à la tendre indifférence du monde, est d'une puissance corrosive incroyable. Pour un adolescent en quête de sens et de valeur, cette philosophie du non-sens et du détachement total peut être extrêmement séduisante et en même temps profondément déstabilisante. Elle peut être interprétée comme une invitation à l'apathie et au rejet de toute responsabilité morale. 2. Le meurtre sans motif. Le crime de Meursault n'a pas de raison. Il n'est pas prémédité. Il n'est pas passionnel. Il est le fruit du hasard, de la chaleur, de l'éblouissement. Camus désacralise le meurtre. Il en fait un acte dénué de sens. Cette absence de motivation compréhensible est très troublante pour la conscience morale traditionnelle. Elle suggère que le mal peut être banal, accidentel, ce qui est une idée bien plus effrayante qu'un crime prémédité. 3. Le rejet de Dieu. La confrontation entre Meursault et l'aumônier en prison est l'un des passages les plus anticléricaux de la littérature française. Meursault refuse catégoriquement le réconfort de la foi. Il crie sa conviction que la vie n'a aucun sens supérieur. Pour les milieux religieux, ce passage est une insulte, une invitation au blasphème et au désespoir. L'étranger est un livre qui vous désarme. Il ne vous donne aucune leçon, aucune morale. Il vous place face au vide, face à l'absurdité de l'existence. L'école le présente comme un roman philosophique essentiel pour comprendre l'existentialisme et l'absurde. Elle en fait un objet d'étude. Mais lui seul, il peut agir comme un poison, sapant les fondements même de la croyance, de la morale et de l'engagement. C'est un livre qui vous suit, qui vous hante et qui peut littéralement changer votre vision du monde. Et changer la vision du monde des jeunes, c'est précisément ce que redoutent le plus tous les censeurs, de tous bords. Camus n'a pas écrit un livre immoral, mais un livre amoral. Et c'est bien plus dangereux. Suspense. Culminant.
Voilà donc les livres qui occupent les places 5, 4, 3 et 2 de notre classement. Des œuvres qui, par leur puissance subversive, leur cynisme ou leur pessimisme, ont marqué l'histoire de la censure tout en étant enseignées dans nos écoles. Mais il en reste un, le numéro 1, le livre ultime, celui qui peut être plus qu'aucun autre, incarne le paradoxe absolu de notre liste. Ce livre est un monstre sacré de la littérature française. Il est au programme de nombreuses classes de première. Il est admiré pour son style flamboyant et sa construction géniale. Et pourtant, il a été poursuivi, censuré et interdit pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs. Son auteur a été condamné à la prison. Il contient certaines des pages les plus scandaleusement érotiques et blasphématoires de toute la littérature du XIXe siècle. Son nom va clore cette investigation de manière fracassante. Le numéro 1, le livre interdit le plus paradoxal de tous, c'est Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Oui, le recueil poétique le plus célèbre de France est aussi l'un des plus maudits. En 1857, la même année que Madame Bovary de Flaubert, Baudelaire et son éditeur sont poursuivis en justice. Le tribunal correctionnel de la Seine les condamne pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. 6 poèmes sont interdits de publication en France. Une interdiction qui ne sera levée qu'en 1949, près d'un siècle plus tard. Qu'est-ce qui a pu scandaliser à ce point la société du Second Empire? Pourquoi ce livre de poésie, aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre absolu, a-t-il été frappé d'anathème? La réponse est triple. 1. L'érotisme macabre et pervers. Baudelaire ne célèbre pas l'amour idéalisé. Il explore les zones troubles de la sexualité, le sadomasochisme, la fascination pour la corruption et la décomposition. Des poèmes comme Les Bijoux ou Les Métamorphoses du vampire, qui figuraient parmi les pièces condamnées, décrivent le corps féminin et l'acte sexuel avec une crudité qui était insupportable pour l'époque. Ce n'est pas de la sensualité, c'est de la sexualité noire liée à la mort et au péché. 2. Le blasphème et la révolte contre Dieu. Baudelaire, le poète du ciel. Est-ce qu'on sait où l'on va? Est en révolte permanente contre Dieu. Dans les litanies de Satan, il va jusqu'à adresser une prière au diable, le plus savant et le plus beau des anges, victime d'un Dieu injuste. C'était un sacrilège absolu, une inversion des valeurs qui terrifiait une société encore très imprégnée de catholicisme. 3. La glorification du vice et de la laideur. Nous y voilà. Après avoir traversé les révoltes sociales, les manipulations cyniques, les descentes aux enfers et les vertiges métaphysiques, nous atteignons le sommet de notre paradoxe. Le livre qui occupe la première place de ce classement peut être le plus complexe, le plus riche et certainement le plus radical dans son ambiguïté. Il ne s'agit plus seulement de transgresser des règles morales ou sociales, mais de s'attaquer au récit fondateur de notre civilisation, la foi. Livre numéro 1. Le titan blasphématoire qui a ébranché les fondements moraux. Mesdames et messieurs, le livre qui clôt notre classement avec la force d'un coup de tonnerre est un monument de la littérature du XIXe siècle, un roman si audacieux qu'il a valu à son auteur un procès retentissant pour outrage à la morale publique et religieuse. Je veux parler de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Publié en 1857, la même année que Les Fleurs du Mal de Baudelaire, Madame Bovary a immédiatement déclenché un scandale sans précédent. L'auteur et son éditeur ont été traînés en justice. Le réquisitoire de l'avocat impérial Ernest Pinard est resté célèbre. Il accusait Flaubert de faire l'apologie de l'adultère et de peindre les désordres passionnels sous des couleurs trop séduisantes. Mais pourquoi ce roman, aujourd'hui considéré comme l'un des piliers du réalisme et enseigné dans toutes les classes de première, a-t-il été perçu comme une telle menace? La réponse ne réside pas dans une simple description de l'adultère.
mais dans la manière dont Flaubert s'y prend pour dépeindre la psychologie de son héroïne et, à travers elle, critiquer la société tout entière. 1. La dangereuse poésie de l'adultère. Flaubert ne condamne pas Emma Bovary. Pire, il la rend profonde, complexe, émouvante dans ses illusions. Ses rêves, nourris par les romans à l'eau de rose de sa jeunesse, se heurtent à la médiocrité écrasante de son existence provinciale aux côtés de Charles, son mari ennuyeux et borné. Ses aventures adultères avec Rodolphe et Léon ne sont pas présentées comme des actes vicieux, mais comme des tentatives désespérées d'échapper à l'étouffement, de donner un sens à sa vie, en humanisant l'adultère, en le traitant comme une conséquence de l'ennui et de l'insatisfaction féminine. Flaubert rendait ce péché compréhensible, presque justifiable. Pour la morale de l'époque, c'était intolérable. Il ne s'agissait pas de montrer le vice, mais de le rendre séduisant. 2. Une critique acerbe de la bourgeoisie. Au-delà du destin tragique d'Emma, Flaubert dresse un réquisitoire impitoyable contre la petite bourgeoisie provinciale, incarnée par des personnages comme le pharmacien Homais, vaniteux et matérialiste, qui triomphe à la fin du roman. L'argent, les apparences, la bêtise satisfaite sont des thèmes centraux. Cette satire sociale, fine et corrosive, était tout aussi subversive que les frasques amoureuses d'Emma. Flaubert attaquait les fondements mêmes de la société qui le jugeait. 3. Le style comme arme de transgression. C'est peu être le point le plus subtil et le plus génial. Flaubert a inventé le style impersonnel ou objectif. Il ne juge pas, il montre. La fameuse scène des comices agricoles, où les vains discours officiels sur l'agriculture s'entremêlent avec les phrases creuses et séductrices que Rodolphe murmure à l'oreille d'Emma, est un chef-d'œuvre d'ironie froide. Le lecteur est laissé seul face au texte, sans guide moral. Cette absence de jugement explicite de la part de l'auteur était perçue comme une complicité malsaine avec le vice. Flaubert refusait de dire « l'adultère est mal ». Et ce silence était, aux yeux de la justice, une forme de complicité. L'école présente Madame Bovary comme l'acte de naissance du roman moderne. Une étude psychologique remarquable et une critique sociale brillante. Elle analyse le bovarisme, ce mal de l'âme qui pousse à rêver sa vie plutôt qu'à la vivre. Mais si on le lit sans ce filtre, c'est un livre d'une modernité troublante qui pose des questions toujours actuelles sur le mariage, l'émancipation féminine, le poids des conventions sociales et la quête du bonheur. C'est un livre qui, en ne donnant pas de réponse simple, en peignant les nuances de gris de la condition humaine, conserve un pouvoir de subversion intact. Il apprend à douter, à questionner les normes, et cela, à tout âge, reste l'acte intellectuel le plus dangereux qui soit. Transition, le ton devient plus universel et philosophique. Alors, que nous révèle finalement ce périple à travers ces 5 œuvres maudites et pourtant enseignées? Une leçon bien plus profonde qu'il n'y paraît sur le pouvoir de la littérature et les mécanismes de la censure. Le paradoxe révélateur, le cadre qui libère. L'enseignement de ces livres interdits dans le cadre scolaire n'est pas une hypocrisie mais la démonstration d'une intelligence profonde. L'école fonctionne comme un cadre de sécurité pour l'esprit. Elle offre les clés pour décrypter la complexité, pour comprendre le contexte historique, pour analyser les procédés littéraires. Elle désamorce la charge émotionnelle brute de l'œuvre pour en révéler la substantifique moelle. Elle transforme un choc potentiellement stérile en un savoir fécond. Elle apprend à ne pas prendre les liaisons dangereuses pour un manuel de séduction, mais pour une analyse de la mécanique du pouvoir. À ne pas lire l'étranger comme une invitation à l'indifférence, mais comme une méditation sur l'absurde. L'interdit, ultime hommage. L'interdit, la censure, la polémique sont en réalité les indicateurs les plus sûrs de la puissance d'une œuvre. On ne cherche à museler que ce qui a une voix assez forte pour être entendu et assez percutante pour faire vaciller les certitudes. Chacun de ces livres a, en son temps, constitué une menace pour l'ordre établi, qu'il soit politique, moral ou religieux.
Le fait qu'ils soient aujourd'hui des classiques est une victoire posthume de la littérature sur la peur. C'est la preuve qu'une idée, une fois couchée sur le papier avec assez de talent et de force, est immortelle. Votre tour de parler, le cercle des lecteurs éclairés. Cette aventure ne s'arrête pas avec cette vidéo, elle continue avec vous. Comme je vous l'ai demandé en commençant, je veux maintenant connaître votre histoire. Lequel de ces livres avez-vous étudié? Était-ce Les Misérables, Les Liaisons dangereuses, L'Assommoir, L'étranger, Les Fleurs du mal ou Madame Bovary? Que vous a inspiré cette lecture à l'époque? Ennui, fascination, choc, indifférence? Et surtout, aviez-vous conscience, ne serait-ce qu'un instant, que vous teniez entre vos mains un livre qui avait été, à un moment de l'histoire, considéré comme dangereux ou interdit? Vos témoignages en commentaire sont essentiels. Ils forment le cercle des lecteurs éclairés, ceux qui comprennent que lire, vraiment lire, c'est accepter de prendre des risques, de se confronter à l'altérité, à la laideur, à la complexité, pour en ressortir grandi. La littérature n'est pas un divertissement anodin. C'est un champ de bataille où s'affrontent les idées, les passions et les valeurs. Ces livres interdits étudiés à l'école en sont les preuves vivantes. Ils nous rappellent que le savoir est une aventure qui n'a pas peur des zones d'ombre et que la liberté de penser se nourrit aussi de ce qui a été, un jour, censuré. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cette exploration des paradoxes de la culture. Si cette vidéo vous a intrigué, éclairé ou fait réagir, likez, partagez-la autour de vous pour alimenter le débat et abonnez-vous à la chaîne Livres Interdits pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées dans les arcanes de la littérature. Je vous laisse sur cette pensée de Victor Hugo, l'auteur des Misérables, lui-même exilé pour ses idées. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. L'heure de ces livres interdits, c'est maintenant, c'est toujours. À très bientôt pour de nouvelles révélations.